et je partage rapidement. Monsieur Touré, Ouais. dama doon woo Babacar sama téléphone fay mais maa ngi Mhm. gis kii nii dugal na ko ci groupe. Ok, ok. C'est bon. Ça va venir tout de suite, le partage. Mhm. Mhm. It's coming. Je partage avec mon iPad, ça vient tout de suite. Ça prend le temps. Je vais arrêter de- Ok. Bon. Aujourd'hui, nous allons parler du failover. Failover. Failover, high availability. High availability. High availability. Donc, la high availability, c'est la haute disponibilité. Donc, quand on parle de la haute disponibilité, c'est d'assurer qu'il y a toujours un plan de reprise d'activité, plan de continuité, tout ça. Donc, c'est-à-dire que les données doivent être toujours disponibles. Availability. Donc, availability. J'ai oublié le LI. Donc là, le high availability, donc nous allons le voir sur le firewall, particulièrement sur le hasard. Regardez bien. Quand on parle de high availability, nous allons parler de deux grandes choses en high availability, qui sont ce qu'on appelle le failover, and then what we call the clustering. Clustering. Les gars, quand je parle de la haute disponibilité, vous me comprenez, n'est-ce pas? C'est toujours d'assurer la disponibilité. Je parle, avant de parler des données, d'assurer la connectivité. Donc, qui dit assurer la connectivité, c'est sûr que les données seront disponibles. Maintenant, euh, si on parle de la haute disponibilité par rapport aux équipements, on a ce qu'on appelle le fait d'avoir plusieurs équipements. Quelle est la différence, selon vous, entre un failover et un clustering? Selon vous, quelle est la différence? Qui a une idée? Elvi, Hadija et Khalifa. Qui a une idée? À peu près, failover et clustering. La haute disponibilité, c'est vaste, hein? Donc, quand je fais
quand je fais, regardez, c'est des parenthèses. Quand je fais un switch, je branche un câble, je double le câble aux disponibilités, on perd du temps avec spanning tree, on ajoute Etherchannel aux disponibilités. OK? On a deux fédérateurs, on les met en stack. Si on ne le met pas en stack, c'est possible avec HSRP aux disponibilités. Si on le met en stack, donc je n'ai pas besoin de HSRP aux disponibilités. Si je fais encore du stack et du HSRP aux disponibilités, si je fais du NHSRP aux disponibilités, c'est OpenSpoke aux disponibilités, si je fais Home vers un FAI, un seul câble, deux câbles aux disponibilités, si j'ajoute un autre FAI, encore aux disponibilités, si j'ai des fédérateurs en 3, encore plus de haute disponibilité. Donc, ce n'est rien d'autre que faire de sorte que on n'a pas un seul point de défaillance. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que la disponibilité? C'est d'assurer qu'on n'aura pas un seul point de défaillance. C'est quoi un point de défaillance? C'est quand là où les données passent est tellement crucial que si ce dernier tombe en panne, tout le réseau est down. Tout le réseau est down. Donc, quelle est la méthode que nous allons faire pour ne pas avoir un seul point de défaillance? Nous avons ce qu'on appelle du failover. Nous avons aussi, par exemple, le clustering. OK? Yeah. Tu peux prendre des serveurs, tu le mets en clustering, etc. Maintenant, en failover, c'est bon, les gars, vous m'entendez? Is it OK? J'avais posé une question, mais personne n'a répondu là. Oui. OK. Vous m'entendez? OK, c'est bon. Donc, en réalité, quand on parle de failover, il y a toujours cette notion de active, active, active et stand-by. Bon, regardez, quand on parle de failover, si vous voulez, vous avez ce qu'on appelle du active, active. Vous avez aussi du active and passif, stand-by. Quelle est la grande différence entre ces deux? Bon, la active, quel que soit alpha, Par exemple, je vous donne un exemple, HCCP, que vous connaissez. Le trafic, si je prends un hasard, bon, les deux hasards sont en failover. Il y a un seul hasard qui va gérer les données. Hein. Il y a un seul hasard qui va gérer les données. Si l'autre tombe en panne, il va prendre le relais. Donc, primary and secondary. Donc, l'autre peut attendre. Et si ça ne marche pas, on bascule sur l'autre. Mais si on fait du actif, l'avantage du actif, c'est quoi? Donc, si on prend, par exemple, dans le cas, nous sommes active stand-by. Donc, on a primary et secondary par rapport à l'ensemble du trafic. Donc, il y a un qui marche, l'autre va prendre le relais au cas où le premier tombe en panne. On bascule sur le deuxième. Mais si on fait du actif, là, c'est intéressant parce que un trafic rouge peut être géré par ce gars, un trafic bleu peut être géré par ce gars. Tous les deux sont utilisés. Mais en même temps, tous les deux peuvent être utilisés encore actif et stand-by en basculant. Seulement, regardez bien, dans le cas où on parle d'actif, stand-by ou bien actif, il n'y en a pas ce qu'on appelle du round robin. Le round robin, c'est du load balancing. Le load balancing, c'est-à-dire qu'on envoie les deux à la fois. Non, même sur HCCP, ça n'existe pas. Par exemple, sur HCCP, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer ici et là. Mais GLBP peut le faire. Raison pour laquelle. Oui, excusez-moi. Le GLBP apporte cette possibilité-là. Voilà, le GLBP peut le faire, Gateway Load Balancing. Maintenant, quand on parle de failover, les gars, il vous faut maximum, OK, 2 périphériques. Je parle maximum, hein?
OK? Deux périphériques, OK, participent, OK, maximum deux périphériques participent à la danse active-active ou bien active stand-by, max deux périphériques. Mais si vous êtes sur le clustering, sur le hasard, on a un max de 16 devices. Mais regardez les gars, suivez très bien. Suivez-moi très bien. Vous m'entendez les gars? Vous m'entendez? Ma question est, quand on fait du failover, supposons des hasards. Les hasards, ils sont placés où? Quand on fait du clustering de hasard, où on va placer les hasards? Comment pas la question là? OK. Je dis, les hasards sont toujours placés à la périphérie. Donc, si vous faites du failover, regardez bien. Nous avons ici Internet. Bon, je pense que ça, je l'avais posé dans la vidéo précédente, je ne pense pas. C'est pourquoi je dis, il faut toujours être présent. Même si la vidéo, vous le regardez en différé, bon, peut-être, voilà, vous allez avoir toujours des vidéos. Vous pouvez poser vos questions, quoi, ce qui est intéressant. Là, regardez. Ça peut être au niveau entre le réseau interne et Internet. Oui. Par exemple, si on met ici, bon, ça, c'est le routeur qu'on appelle le Customer Edge, par exemple. Donc, on met le failover ici. Supposons qu'on met deux pare-feu. Suivez très bien. Je mets deux pare-feu. OK? Je vais mettre ici, non? Et là, je le mets en failover. C'est bon? Et là, je mets après la couche core, la couche distribution, la couche access. Maintenant, ça, par exemple, j'ai donné l'exemple de failover avec le hasard. Donc, vous avez ici les hasards. Maintenant, si je fais du clustering, je vais mettre où les hasards? Si je mets les hasards en cluster, je vais les mettre où? Monsieur, Oui. il faudrait mettre le hasard en nomo, juste devant. Par exemple, j'ai Internet ici. J'ai le routeur Customer Edge, par exemple. Et ici, j'ai mes clusters de hasard. C'est ça que vous voulez dire, non? Il faut mettre le cluster, il faut mettre, par exemple, le firewall entre le cluster et le hasard pour filtrer, par exemple, les données, pour filtrer le trafic. Oui, bon, le cluster, n'oubliez pas, c'est des hasards qui sont à l'intérieur. Hein? C'est un cluster. Donc là, j'ai mis le cluster ici. Après, je mets core. C'est ça. Evie, tu me suis? Je vous suis, coach, je vous suis. Regardez bien. On a l'habitude de placer des pare-feux à la périphérie du réseau. Mais dans ce cas, it is not recommended to do it. Ici, on ne met jamais le cluster ici. Vous savez où est-ce qu'on met le cluster? Le cluster, il sera rajouté ici, là, entre la couche distribution et access. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais entendu ça, non? Bon, après, ça dépend de la topologie également, hein, coach. Oui, parce qu'il y a des règles en réalité. Le clustering, on ne le met pas, on le met entre la couche distribution et la couche access pour gérer le trafic est-ouest. Ça, je répète toujours ça, hein? East and west. East. How do I write east? Like this. East, c'est comme ça. And west.
C'est ce trafic-là. Alors que là, si vous voulez de north ici, south, Nord-Sud. yeah, north, Sud. sud, yeah, and north. This one, you can use failover ici. N'oubliez jamais ça. Vous allez le lire dans le document officiel. Raison pour laquelle on te dit, même si vous faites du failover, il peut fournir quoi? Le Remote Access VPN. Mais regardez ici, no Remote Access VPN, no Remote Access VPN, no Remote VPN. Parce que regardez, il est en bas. Mais son rôle de ce cluster-là, c'est de sécuriser le trafic de l'Est vers l'Ouest. Le trafic qui est hyper important. Qu'est-ce qu'on avait dit de ce trafic? 88% du trafic. Ici, qu'est-ce qu'on avait? 12%. 12%, c'est pas beaucoup. Donc, je peux mettre un failover, mais 88%, c'est beaucoup. Donc, il faut mettre des clusters, un cluster de firewall. Et le cluster de firewall, il peut avoir jusqu'à maximum 16 devices. Je fais la différence entre failover et cluster. J'ai une question. Oui. Ce que vous dites est vrai. Maintenant, est-ce que c'est applicable sur toutes les technologies firewalling? Là, c'est le contexte ASA ou bien c'est universel? Non, c'est universel. Universel. C'est pourquoi regardez bien, je n'ai pas encore terminé. Regardez bien ce qu'on est en train de faire. Parce que là, on parle de ce trafic-là. Mais là, nous sommes dans des grands réseaux. Nous sommes dans des grands réseaux. OK? Nous sommes dans des grands réseaux. Parce que si vous le mettez, par exemple, ça, c'est des bonnes pratiques, quoi. C'est-à-dire que si vous mettez un clustering au niveau de votre edge, il n'y a pas de sens. Ça va marcher. Ça va marcher. Mais le seul souci, c'est quoi? C'est-à-dire que il ne peut pas, c'est du gaspillage, quoi. Parce que tout le trafic qui monte, il ne filtre que 12%. Donc, on le met en interne pour qu'il sécurise le trafic de l'entreprise en interne. OK? Donc, ce failover, du moins ce clustering, on le met entre la couche distribution et la couche access. Parce que, regardez, si vous ne mettez pas un cluster de pare-feu au niveau de la couche distribution, vous vous rappelez, la couche distribution, c'est la première couche de sécurité. C'est la première couche de sécurité. Mais malheureusement, cette couche de sécurité, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a des layer 3 devices. Mais ces layer 3 devices-là, ils ont un permit by default. Et là, ce que vous pouvez faire comme sécurité, c'est les ACL. Donc, c'est la couche 3, L3 et la couche L4 qui peut gérer. Vous me suivez? Donc, c'est ça en réalité la raison pour laquelle on amène là-bas les pare-feux pour essayer de gérer le trafic entre les différents serveurs pour voir est-ce qu'il n'y aura pas un problème. On va faire l'inspection, on va faire tout ce qu'on veut au niveau de cette couche, de cette partie. Maintenant, à la sortie, on met du failover. Parce que le trafic ascendant n'est pas trop grand. Donc, on met, si la taille de l'entreprise est trop grande, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'entreprise, on va juste acheter un équipement très puissant qui gère tout le trafic ascendant. OK? Et en bas, on met les clustering au niveau de la couche entre distribution et access. Raison pour laquelle ici, oui? Excusez de vous interrompre comme ça. J'ai 3 points, s'il vous plaît. Allez-y. Premièrement, vous avez dit la couche distribution, c'est le premier niveau de sécurité. Moi, je pense qu'au niveau de la couche d'accès aussi, on peut déjà un peu monter la sécurité, déjà au niveau des ports, ainsi de suite. Le deuxième point, c'est que dans le cas où l'architecture, voici, j'en ai vu en cas d'audit et tout ça dans d'autres structures, ils ont carrément enlevé la couche distribution
Donc, au niveau du switch core, ils ont juste fait du niveau 2. Donc, c'est un trafic de niveau 2 avec de la fibre optique. Et ils ont ramené le routage sur le firewall. Il y a un firewall utilisateur, il y a un firewall serveur, et il y a un firewall man et un firewall qui permet de sortir Internet. À ce moment-là, le principe, là, comment on va mettre en place ce principe-là? Ouais, ok. Maintenant, par rapport à la première question, regarde. Oui, quand je parlais de la première couche de sécurité, je faisais allusion à la couche 3 et la couche 4. Je faisais allusion à ça. OK? Parce que, par exemple, le VLAN 2 ne va pas. Tu me suis, hein? Le VLAN 2 ne va pas communiquer avec le VLAN 3. Maintenant, c'est vrai que le premier niveau de sécurité, effectivement, c'est au niveau de la couche access, oui, ça c'est vrai. Mais là, je faisais allusion par rapport au trafic carrément, si bon, les VLAN peuvent communiquer entre elles, etc. OK? Et l'autre point que tu as soulevé, ça c'est possible aussi, on peut éliminer les équipements qui sont ici, la couche distribution, et ils peuvent être remplacés par les firewalls. Parce que le firewall est très puissant et c'est un routeur, il fait le routage inter-VLAN, il fait tout ce qu'il veut. OK? Donc, on peut enlever le firewall, l'équipement de la couche distribution. Mais, attention, on a des clusters. Donc, dans un environnement clustering, il faut s'assurer que les équipements que vous avez aussi, ils ont les mêmes paramètres à peu près. Carrément, pas, mais à 90%, ils ont les mêmes paramètres. Par exemple, tu as les mêmes marques de firewall, tu as les mêmes systèmes d'exploitation, tu as les mêmes licences, etc. OK? Par exemple, et dans ce cluster, la règle, elle est universelle pour tout le trafic. Donc, c'est un peu différent de ce que tu as dit. Ce que tu as dit, les pare-feux qu'on a mis là-bas, les firewalls, ils vont faire des tâches de manière spécifique. Comme tu as dit, il y a un qui gère le serveur web, il y a un qui gère, etc., etc. Bon. Est-ce que c'est un cluster carrément qu'on a mis là-bas? Ou bien est-ce qu'on a pris des firewalls à part et ils ont mis les différentes tâches des firewalls? Est-ce que c'est un cluster réellement qu'ils ont mis? Est-ce que tu me suis, Edwy? Je vous suis, coach. Ouais. En fait, dans ça, je voulais un peu comprendre, puisqu'on a positionné, c'est un peu comme au milieu, il y a un switch core, dans le flux est-ouest. Donc, il y a un firewall, par exemple, à gauche, pour gérer tout le flux des sites, des autres sites, interfaçage du siège et les autres sites. Il y a un autre firewall à droite pour gérer tous les utilisateurs au niveau du siège. Ok, Il y a un firewall, il y a un firewall en frontal, c'est-à-dire qu'en edge, qui permet de sortir à Internet. Maintenant, là maintenant, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, ça veut dire que c'est celui qui est en sortant vers Internet qu'on peut mettre en place un failover. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les Forti, on parle du nom de vendor. Est-ce que le failover va dans le sens du vendor? C'est une question aussi que je pose. Parce que on va revenir sur le fait, regardez bien, le failover, c'est quoi? C'est-à-dire que on va venir sur les terminologies. Hein? Donc, je pense que sinon, on va anticiper. On va venir sur les terminologies, tu vas comprendre ça. Hein? Tu vas comprendre le failover sur les terminologies. Hein? Donc, par rapport à cette question, tu vas comprendre tout de suite si je viens sur les terminologies. Mais on peut continuer par rapport au failover, etc. Le failover ne fait pas du load balancing. No load balancing. No load balancing. OK? Mais le clustering, c'est ça. Il supporte le load balancing. OK? Vous voyez, c'est pas... Regardez bien la différence entre ici. Parce que l'objectif du clustering, c'est vraiment de la haute disponibilité. Et tout le monde travaille en même temps. Tout le monde travaille en même temps. Par exemple, supposons que nous avons 4 firewalls qui sont en clustering. Les paquets sont envoyés sur les 4 firewalls en même temps. Donc, un paquet ici, 2, 3e, 4e.
premier paquet, deuxième, troisième, quatrième. Donc, ce qu'on appelle du load balancing. OK? Donc, il faut noter ça, c'est hyper important. Mais le failover ne fait pas du load balancing. Le failover, tu choisis, tu passes par le primaire ou bien tu passes par l'autre primaire. Par exemple, si on a primaire ici, actif, stand-by, stand-by. Comme HCCP. Vous vous rappelez, quand tu fais la redondance avec HCCP, tu dis que VLAN 2 va passer par là. VLAN 3 va passer par là. Au cas où VLAN 3, sa passerelle tombe en panne, il va aller sur le fédérateur 1, par exemple. Ici, c'est la même chose. On choisit, le trafic va passer par là. Si le trafic qui passe par là ne marche plus, on bascule sur l'autre. Donc, il n'y a pas de... OK, le trafic... Il n'y a pas du genre, le trafic du VLAN 2 va tantôt sur tel firewall et sur tel firewall. Non, non, il n'y a pas de load balancing. OK? Et le déploiement, donc déployer à la périphérie du réseau. C'est hyper important. Hyper important. Et quand vous venez sur le cluster, il est déployé en dessous de la couche distribution. Ou bien, si vous voulez, core. Mais anyway, là, on a pris le maximum, quoi. Le maximum. C'est-à-dire qu'on a core distribution access, on le met au milieu. Donc, il faut bien noter cette partie-là. Maintenant, si on vient sur le failover, OK? Le failover, c'est la haute disponibilité, la redondance pour assurer la haute disponibilité. Quand on fait du failover, regardez bien. Donc, nous avons ici un hasard. Et là, nous avons un deuxième hasard. OK. Donc, nous avons ici notre intra. Notre intranet. Tout l'intranet, quoi. Et là, on regroupe les deux là, on crée un nuage failover. On crée un réseau failover. OK? Et là, nous avons ici, là, et là. Et là, on va aller sur Internet. Between the Internet and the intranet. OK, donc là, si on prend le primaire, ça veut dire quoi? Que tout le trafic doit passer par là. Tout le trafic va passer par là. C'est juste ça. Tout le trafic doit passer par là. L'autre va attendre. Par exemple, c'est le trafic de la machine bleue. OK? Mais si on fait, ça c'est le cas du failover primary and secondaire. OK? Active et standby. Tout le trafic doit passer par là. Si on a le trafic rouge, regardez, il va passer par là aussi. Ouais. Maintenant, si le primaire tombe en panne, ils vont tous basculer. Le trafic bleu et le trafic rouge vont tous basculer vers le secondaire. Et ça revient, le trafic va faire ça. OK? Et le problème est réglé. Et le réseau continue à marcher. Donc, le secondaire devient primaire parce que le primaire n'est plus là. Donc, il n'y a pas de load balancing. Donc, il y a un qui marche, s'il tombe en panne, l'autre va prendre le relais. Maintenant, quand on met ce failover là, il faut s'assurer, il y a des prérequis. Maintenant, c'est quoi les prérequis? On a les prérequis tels que tous les deux hasards
doivent être identiques. Doivent être identiques. Ils doivent être identiques. Avec le même software et le même hardware. C'est hyper important parce que le nombre de ports que vous devez avoir ici, c'est ça que vous devez avoir de l'autre côté. Parce que les configurations seront basculées de l'autre côté. Est-ce qu'on a vu? Vous me suivez? C'est bon? C'est bon? OK. 5 sur Maintenant, 5 sur 5. OK. Maintenant, ces modèles, même nombre de ports, les RAM, les processeurs doivent être identiques. Donc, quand on parle de hardware, par exemple, cela veut dire que c'est le même modèle. Même modèle, premièrement. Nombre de ports aussi, c'est hyper important. Et RAM, processeur, tout doit être identique. Parce que c'est une sorte de copie, quoi. Ils doivent être identiques. Raison pour laquelle, quand vous voyez dans les entreprises, vous voyez, par exemple, on achète des 200F, par exemple, tu vois, les 200 sont identiques carrément. Donc, tu ne peux pas changer de modèle. Tu dois avoir les mêmes modèles. OK? En terminologie, regardez bien, par rapport aux terminologies, je pense que vous allez comprendre davantage si on parle de terminologie. Je pense c'est comme ça qu'on écrit. Comment ça va se passer? Comment ça se passe? Le failover est toujours appliqué à la sortie du réseau. Le clustering est appliqué à l'intérieur du réseau, à l'intérieur, entre la couche access et la couche distribution. Maintenant, quand on configure du failover, stand-by ou bien actif et stand-by, il faut connaître les terminologies. C'est quoi les terminologies? Première terminologie, nous avons ce qu'on appelle le bootstrap config. Le bootstrap, ça veut dire quoi? C'était un peu... OK. J'actualise. Nour, il est là? Oui, je suis là. Ah, OK. Bonsoir. Bonsoir. Mais j'ai pas de mot de passe. OK. Donc, j'actualise. Donc, on va écrire bootstrap. Voilà. Bon, on peut mettre definition. Voilà. C'est quoi bootstrap? Regardez. Ah. Vous ne voyez pas mon écran. OK. Vous voyez mon écran? C'est bon? Mon écran. OK. On dirait que je suis déconnecté ou bien. Oui, on se voit. OK, vous voyez. OK. Donc, regardez, ça signifie un bootstrap. A loop at the back of output. Ou bien, on a dit technique of loading a program into a computer by means of a few initial instructions of the rest of the program from an input device. Ça, c'est quoi le bootstrap donc? C'est quoi? C'est juste un petit programme
OK, qu'on donne à la machine un petit programme de base pour son démarrage. OK, pour son démarrage. En terminologie du failover, il y a ce qu'on appelle le bootstrap config, ce qu'on appelle le BC. Je le mets. Il faut bien suivre les appellations, les BC. Tout ça, parfois, vous n'avez pas besoin de parcuriser, hein, mais c'est bon de comprendre les différentes étapes. En terminologie, après, les configurations, c'est facile. Les configurations, vous pouvez les faire en 10 minutes. En regardant la vidéo, vous le faites en 10 minutes. Et la vidéo est déjà envoyée. Mais le plus important. Le BC ici, c'est juste les configurations qui sont en rapport avec le failover. Je répète, le bootstrap config, c'est les instructions, OK, pour la configuration, les instructions appliquées pour la configuration du failover. Du failover. Les instructions appliquées, hein, appliquées pour la configuration du failover. C'est les instructions appliquées pour la configuration du failover. C'est-à-dire que le bootstrap, sur les deux boîtiers, on doit mettre le bootstrap, les configurations là, sur les deux boîtiers. Parce que nous avons les deux là qu'on veut mettre en cluster. Nous avons ici un firewall et un autre firewall. OK? Maintenant, ce firewall et celui-là. Donc là, on met le BC, les configurations de base, OK, sur tous les deux. On met sur tous les deux parce que nous voulons regrouper les deux là pour créer un failover. OK? Un failover. Donc, on configure le BC sur les deux. Première, et ça, c'est des instructions pour que les deux sachent qu'ils vont former un cluster de deux devices, entre guillemets, c'est pas un cluster, mais un groupe de deux devices, deux paires, OK? Ce qu'on appelle par exemple peer device. Peer device. Quand vous faites du data center, on parle de peer device. OK? Ils font deux paires, ces deux-là. Maintenant, en deux, on va parler de regular config. Ah, regardez, le regular config, ça nous dit quelque chose. Configurations qui sont vraiment importantes, c'est toutes les configurations qui embarquent le routage, la commutation, les ACL, les politiques de sécurité, les interfaces, la qualité de service, toutes les configurations. C'est-à-dire que les vraies configurations sont ici. Toutes les vraies configurations qui ont été appliquées sur le hasard primaire, OK, qui va être dupliqué sur le hasard secondaire au cas où ce dernier tombe en panne. OK, au cas où ce dernier tombe en panne. Donc là, regular config, donc c'est l'ensemble des configurations, c'est l'ensemble des configs, c'est l'ensemble des configurations. Par exemple, on peut dire routage, OK, routage, les ACL, les policies, OK, la qualité de service, etc., etc. Toutes les configurations. OK? Toutes les configurations qui sont différentes de la configuration de base sont appelées en réalité les RC, Regular Config. Appelé Regular Config. OK? Excusez-moi.
Euh, donc, le réguleur config, c'est les configurations hein, qui sont là. Donc, ça qu'il faut comprendre, les deux parties. La partie de configuration de base pour assurer le failover et la configuration de la sécurité de l'entreprise. OK, nous avons les deux points. Troisième point, nous avons ce qu'on appelle Prime Box. Nous avons ce qu'on appelle Primary Box. C'est quoi le Primary Box? Vous le savez, c'est ici. Ça, c'est le primary. This is the primary. And this is the secondary. Donc, Primary Box, what we call the PB, OK, c'est le box primaire. C'est le box où qui démarre tout. Qui démarre tout. OK? Là où on va configurer le BC et le RC. OK? Donc là, regardez, Primary Box, on configure le BC et le RC. Aussi bien que le RC. Le BC aussi bien que le RC. OK? C'est bon? Donc, le Sénégal, il joue aujourd'hui. Moi, je ne savais même pas ce qui se passe dans ce pays. Ah, ok, donc c'est pour ça. Loolu moo tax kay gisuñu nit yi. C'est ça. Le Sénégal joue aujourd'hui. Donc, c'est bon. Moi, je ne savais même pas qu'il joue aujourd'hui. OK. Donc, le primary box, où on configure le BC. Vous vous rappelez du BC? Bootstrap config. Et le RC, regular config. Donc, on le met sur le boîtier primaire. C'est normal. C'est là-bas qu'on va mettre tout. On va mettre tout là-bas. OK? Si on prend 4, on a un secondary box. Pour votre information, le secondary box, qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? Quelle configuration? Est-ce qu'on va mettre le BC? On configure BC, oui ou non? On doit configurer le BC pour qu'il forme une paire. Voilà. Est-ce qu'on doit configurer le RC? Oui. No RC. Non. No RC. Donc, il va hériter ça seulement de... Exactement. primaire. Voilà, il va l'hériter. No RC. Juste le BC. OK? Raison pour laquelle, toutes les configurations qui sont au niveau du primaire, ils vont être basculés sur le secondaire en tenant compte des interfaces, tout. Donc, il faut avoir le même box copie-coller, le même système d'exploitation copie-coller, la même licence copie-coller. Vous suivez? OK? Sinon, ça ne va pas marcher. OK. Next one. L'autre terminologie, 5. Ce qu'on appelle, donc ça, ce qu'on appelle le SP, Secondary Box. On a en 5, what we call active unit. Active unit. OK? Il y a active unit, bon, je peux le mettre en parallèle dedans. Et 6, il y a ce qu'on appelle second standby unit. Donc ça, c'est après la même chose en standby unit. Donc le active unit, by default, pour la première fois, le primary box devient active unit. OK? Ça, c'est obligatoire, n'est-ce pas? Ça, c'est obligatoire. Becomes the active. Qui devient l'actif? Qui est l'actif? C'est le primary box. Automatiquement, il devient le actif. Parce que quand vous avez configuré le BC entre les deux,
vous avez configuré aussi le RC. Donc, en configurant le RC, automatiquement, les deux vont se voir. Et quand ils se voient, et que vous avez dit que celui-là, c'est mon primaire et celui-là, c'est mon secondaire, parce que quand vous allez faire les configurations, vous allez écrire ça. OK? Vous allez dire que mon primaire, c'est ça, mon secondaire. OK? Et comment? Parce qu'il y a des adresses IP qui seront configurées. On va voir tout de suite des adresses IP avec ce qu'on appelle le link de failover. OK? Donc, par défaut, le active unit, c'est le primary box. Et le secondary, le standby, c'est le secondary box. Secondary box. OK? Il est le secondary box. Maintenant, ce que nous allons parler, c'est un set. Coach, on vous avez perdu là. Ah, vous m'avez perdu. Allô? Ouais. Vous voyez mon écran? Oui, il y a eu un temps. Oui, là, c'est bon. Ah, c'est bon. OK. Excusez-moi, je vais chauffer juste sur le thé. Un instant, je chauffe juste sur le thé. Donnez-moi juste 3 minutes maximum. Si je ne prends pas le thé, c'est autre chose. OK. Donc, je disais, nous allons parler du point 7 qu'on appelle le failover link. Le failover link. Et là, c'est important. Le failover link, c'est un lien physique. C'est un lien physique, OK, que vous voyez sur les fortis où on met le nom achat, high availability, n'est-ce pas? Et vous voyez d'habitude deux ports, link, deux ports. Et vous voyez souvent deux ports sur cette dernière. OK?
Je ne sais pas si vous voyez ça. Bon, je ne suis pas au centre, mais sinon, j'allais vous montrer. Bon, on peut voir ça. Hein. Donc, si je mets un FortiGate 100F, par exemple, je donne un exemple. 100F, oui. Et je viens à l'image. Donc, vous avez ici, par exemple, le port en achat ici. Ça, voilà. OK, where is it? Je pense que c'est ici. C'est pas trop clair là. Je fais prendre. Voilà, regardez ici là. En achat là. OK, on voit juste après le 1, 1, 2, le port est en achat, par exemple. Ici, le port en réalité, c'est un port. C'est un link port. C'est un port de niveau 3. Layer 3 link. OK? C'est un port de niveau 3. C'est-à-dire que si vous avez vos deux pare-feu et vous avez ici, attention, et vous avez ici, okay. Là, on a les deux pare-feu et vous avez ici les ports link. OK? Le fail over link, par exemple, le FO link. Vous avez le FO link. Maintenant, ce port-là, c'est un port de couche 3. C'est un lien de couche 3 et les deux interfaces seront sur le même réseau. Même réseau. Même réseau. Parce que, pourquoi même réseau? Parce que nous avons dit couche 3. Ça, c'est hyper important. Et, regardez, c'est une liaison aussi peer-to-peer link. C'est une liaison peer-to-peer link. Là, c'est important. Si on parle de peer-to-peer link, on ne doit pas avoir un périphérique intermédiaire de couche 3. Donc, no layer 3 device. On ne va pas avoir un périphérique de niveau 3. Non, non. Mais on peut avoir un switch. OK? We can have, nous pouvons avoir ici, nous pouvons avoir un switch, OK, between DAC. Donc là, on va avoir un switch entre les deux ASA. Donc ici, on a la ASA 2 et là, on a le ASA 3. On peut avoir un switch au milieu parce que il faut que ça soit sur le même réseau. Parce que quand tu mets un équipement de niveau 3, donc il va casser le rythme. C'est-à-dire qu'il faut forcément que vous mettez les deux ports sur des réseaux différents. Et ça ne va pas marcher. Troisième chose, les ports FO, si vous voulez, vous avez les deux ASA. Vous avez les deux ASA. Vous avez la possibilité de faire quoi? De faire un regroupement de ports. Donc, c'est-à-dire Ether channel. OK? Layer 3 Ether channel, c'est possible aussi. Donc là, c'est important, c'est pour vraiment assurer encore la haute disponibilité, quoi. OK? Vraiment assurer la haute disponibilité. C'est-à-dire que si le lien là tombe en panne, OK? Si vous avez un seul lien et que le lien lui-même tombe en panne, ça, c'est autre chose. Donc, il faut doubler le lien et faire de l'Ether channel. OK? Donc là, c'est hyper important. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est hyper important de doubler le port ici, à ce niveau. Donc, si vous ne le doublez pas, bon, si le port physique tombe en panne, mon cas, rien ne passera. Alors que les deux ASA fonctionnent, par exemple. Ou bien, l'un des ASA ne fonctionne plus, mais le port, malheureusement, ne fonctionnait pas aussi. OK? Pour recevoir les informations. Wonderful. Good.
OK. Les gars, donc, si on fait un petit récap, nous avons notre ASA. Donc, en terminologie, c'est bon, c'était ça qu'il fallait savoir. L'idée, c'est quoi? Nous avons ici notre synchronisation, c'est-à-dire qu'on configure BC pour notre primaire, for primary, et nous allons configurer notre BC for our second daily device. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Le RC, il sera envoyé, on aura un push vers le BC. Maintenant, ici, on peut choisir par exemple 1.1, ici, on peut choisir 1.1.12, et là, on va assurer ça. Donc, le lab que vous allez préparer pour demain, les gars, je vous dis, la formation, quand je vais commencer au début, je vous avais dit que la formation, c'est à partir d'un tableau blanc. Et quand je parle de tableau blanc, même si vous avez les labs, il faut toujours regarder le cours. Il faut toujours regarder le cours. Il n'y a pas de slide que je donne. Il n'y a pas de slide. Il n'y a pas de slide. Donc, il faut bien regarder les vidéos pour reprendre le cours. Regardez bien les vidéos. Donc là, il y a un TP qu'on a donné, comme ça. Donc ici, on a R4. Donc c'est juste pour assurer la haute disponibilité. Vous devez configurer. Là, on a R3, ici. Maintenant, regardez bien. On a ici le port FO et là, ce qui gère le state. Les deux sont utilisés. Les deux ports sont utilisés pour assurer la haute disponibilité. Maintenant, sur le ASA-V, les ASA que vous avez avec votre event, donc ça va marcher à merveille. Donc, préparez la deuxième vidéo que j'ai envoyée, ça c'est les concepts. Donc, la deuxième vidéo, il y a les configurations. Donc, vous préparez-vous sur ça, faites des recherches, mettez-le en place. Donc, le jeudi, on va faire la configuration ensemble. OK? Je pense que c'est bon dans l'ensemble. Donc, nous avons fait 1 heure de temps pic. OK, j'espère que j'avais déclenché l'enregistrement, j'espère. Oui. OK, je vais arrêter l'enregistrement.